RCF. Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand. Et bienvenue dans la deuxième partie de cette émission, toujours en direct jusqu'à 11h. Comment favoriser la récupération et le réemploi des objets ? C'est ce qui va nous intéresser ce matin. Donner, acheter d'occasion, chiner, recycler. Chacun peut à son niveau changer sa manière d'acheter, de consommer. Alors, comment faites-vous à votre niveau ? Connaissez-vous des associations, par exemple, qui récupèrent des objets, qui les recyclent ? Est-ce que vous connaissez des initiatives proches de chez vous que vous pourriez présenter ce matin sur RCF ? On vous attend au 04 72 38 20 23 avec Catherine qui est toujours au standard. Et puis également par mail à direct@rcf.fr. Jusqu'à 11h, je pense, donc j'agis sur RCF. Et vous pouvez également nous rejoindre sur notre groupe Facebook Je pense donc j'agis pour publier et partager avec nous de belles initiatives. Pour nous accompagner jusqu'à 11h, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin deux invités. Tout d'abord Claire Tournefier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous êtes la fondatrice et directrice du développement de Rejouer, une association qui collecte, nettoie, réassemble et revend des jouets. On va en parler dans un instant. À vos côtés, Martin Bobel, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RCF. Vous êtes vice-président au plaidoyer du réseau national des ressourceries. Mais qu'est-ce qu'une ressourcerie, Martin Bobel ? Alors une ressourcerie, c'est une structure associative qui collecte les objets dont les gens n'ont plus besoin. Donc ça collecte les objets du quotidien, c'est-à-dire les vêtements, les jouets, les livres, les biens culturels ou les objets de la cuisine. Et ensuite, elle a pour objet d'éviter la production de déchets, c'est-à-dire le but du jeu, c'est d'essayer de leur donner une seconde vie, mais aussi de travailler sur les sujets de solidarité, donc c'est-à-dire embaucher des personnes qui ont été dans la grande précarité, ou revendre des biens à bas coût, ou soutenir des initiatives locales. Fonctionner sous la forme d'un réseau, c'est ça, Martin Bobel, dans toute la France, avec plusieurs structures, des ressourceries ? Oui, c'est ça. Alors, le réseau national des ressourceries, il est composé d'à peu près 150 associations et qui travaillent en réseau sur des projets communs pour s'entraider ou pour se professionnaliser. Même question pour vous, Claire Tournefier, pour l'association Rejouer, qui est totalement consacrée aux jouets, donc. Oui, c'est une structure spécialisée, donc on collecte et on rénove que des jouets, des jeux de société et des livres. C'est pareil, c'est du réemploi, donc on s'attache à vraiment à les rendre les plus beaux, les plus propres possibles pour qu'ils puissent retrouver des nouveaux propriétaires, que ce soit des particuliers, des familles qui veulent en acheter à des prix tout à fait intéressants, ou des professionnels de l'enfance comme les crèches, les centres de loisirs, les écoles à travers des marchés publics ou des réseaux de crèches privées qui veulent impulser une nouvelle dynamique de développement durable et des nouvelles pratiques auprès de leur structure dédiée à la petite enfance. Vous l'avez fondée, cette association, Claire Tournefier. Pourquoi le jouet comme cœur de métier, cœur d'association ? Alors pourquoi le jouet ? Le jouet, en fait, c'est un énorme marché. C'est un marché qui fait 3,4 milliards d'euros en France et qui est extrêmement... c'est une surconsommation, en fait. Et ça amène un gâchis phénoménal, c'est-à-dire qu'à peu près 100 000 tonnes de jouets sont jetées par an, et encore, c'est une estimation basse qui est faite par l'ADEME. Donc c'est des produits qui touchent les enfants dès leur premier âge. C'est pratiquement les premiers produits qu'ils consomment, qu'ils ont entre leurs mains. Et pourtant, ils sont voués souvent à la poubelle, et c'est dommage parce qu'ils ont un usage très limité dans le temps et qui peuvent servir à plein d'autres enfants, et donc ils peuvent être support de réemploi dès lors que évidemment on garantit leur sécurité et leur propreté. Donc c'est vraiment le produit, je pense, phare potentiellement du réemploi. Par contre, ça demande un travail tout à fait minutieux et précis pour assurer cette qualité. Et c'est ce que font en fait les salariés en insertion qu'on accompagne dans notre association, dans notre structure. Et on va continuer d'en discuter évidemment jusqu'à 11h. Martin Bobel, on entendait Claire Tournefier utiliser ce mot de surconsommation. L'un des objectifs évidemment du réseau national des ressourceries, c'est de lutter pour la protection de l'environnement. Il y a des questions à la fois sociales et environnementales qui sont associées aux ressourceries.
Oui, c'est ça. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, on gaspille à peu près 20% de la poubelle des ménages. C'est-à-dire qu'il y a 20% de ce qu'on met à la poubelle qui pourrait possiblement avoir une seconde vie. Et de manière générale, on surconsomme. On consomme des produits qui durent de moins en moins longtemps. On consomme par exemple beaucoup trop de plastique et on le voit spécifiquement dans les jouets. On a de plus en plus de jouets en plastique, des jouets qui durent très peu de temps. Et donc c'est un gros enjeu pour nous, c'est d'une part agir concrètement, c'est-à-dire essayer de trouver des solutions pour allonger la durée de vie, mais aussi agir sur le plan culturel, c'est-à-dire en invitant les gens à venir participer avec nous dans les ateliers, à devenir bénévoles. Et à se rendre compte en fait de ce problème de surconsommation. Ça, c'est assez explicite quand on se retrouve dans un atelier de ressourcerie, quand on voit la masse d'objets qui arrivent chaque jour, on est clairement face à cette problématique de surconsommation et c'est hyper impressionnant. Ce sont des objets qui viennent d'où, Martin ? La plupart du temps, c'est des objets de particuliers. Alors, il y a de plus en plus d'entreprises qui, aujourd'hui, nous sollicitent pour essayer de donner une seconde vie à leur mobilier ou à leur parc informatique. Mais je dirais, historiquement, c'est surtout les objets des particuliers, donc ça vient des maisons, en fait. Et vous sentez qu'il y a une demande de plus en plus forte sur le territoire ? Alors la demande, elle est extrêmement croissante. On s'en rend compte majoritairement sur les quantités d'objets qu'on collecte, c'est-à-dire aussi le nombre de personnes qu'on accueille. Mais on s'en rend aussi compte parce que les mairies aujourd'hui nous sollicitent beaucoup pour développer ce type de projet. Les mairies, mais aussi des gens, des gens soit qui travaillent dans des associations existantes et qui cherchent à développer ce type de projet, soit des gens qui veulent tout simplement changer de vie. Qui cherchent un sens à leur travail et qui souhaitent s'investir sur ces sujets-là. Voilà pour les ressourceries Martin Bobel. Alors pour l'association Rejouer, on l'a dit, Claire Tournefier, la collecte, le nettoyage, le réassemblage et la vente des objets avec quelque chose qui est très important, c'est l'accompagnement pour l'emploi durable. Ça, c'est aussi au cœur de l'association Claire Tournefier. Oui, tout à fait. Dès qu'on a fondé l'association, on a voulu en fait accueillir des personnes en insertion et notamment un public de femmes, puisque quand on a démarré en 2012, il y avait peu de chantiers d'insertion ou de structures d'insertion qui accueillaient des femmes notamment en charge de famille. Et donc on accueille 60% de femmes pour les accompagner vers l'emploi et aussi la résolution de l'ensemble de leurs problématiques qui peuvent être très très diverses, qui sont de l'ordre de l'absence de logement, des problématiques de santé, de liens parentaux. Donc c'est un accompagnement tout à fait personnel qu'on leur procure, et puis un accompagnement collectif aussi à travers le travail, c'est-à-dire que on leur apprend à bien se préserver au niveau santé, parce que voilà, on collecte 55 tonnes de jouets et 55 tonnes de jouets, c'est lourd, donc tous les jours il faut se préserver, donc on les forme sur les gestes et postures au travail, mais aussi elles ont des formations sur le nettoyage écologique des jouets, sur comment décrypter sa fiche de paye, sur comment gérer son budget. Enfin voilà, il y a tout un accompagnement spécifique pour les aider dans leur quotidien et aussi dans l'apprentissage du travail, bien sûr, après plus des gestes techniques liés aux différentes catégories de jouets. Mais cet accompagnement, il est vraiment global et il s'accompagne aussi d'expérimentation de certains métiers. Par exemple, salariés qui ont envie de découvrir les métiers de la petite enfance, on crée les passerelles nécessaires pour qu'elles puissent aller expérimenter ce métier dans une crèche, puisqu'on a des partenaires clients crèche, et voilà, à travers ces expérimentations de métiers en direct, on peut orienter la personne vers le métier qui lui tient à cœur et qu'elle puisse l'expérimenter pour après soit passer par la case formation pour y accéder, soit y aller directement dans le cas où la personne elle a les compétences déjà existantes. Voilà comment favoriser la récupération et le réemploi des objets à notre niveau. Mais vous avez la parole ce matin au 04 72 38 20 23 pour nous dire si par exemple vous préférez acheter d'occasion des objets ou vous les recyclez, vous les donnez à des ressourceries. L'exemple aujourd'hui est parfait. Comment faites-vous ? On attend vos témoignages ce matin au 04 72 38 20 23, mais aussi par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et avec nos deux invités ce matin jusqu'à 11h, Claire Tournefier, fondatrice et directrice du développement de l'association Rejouer. Et puis Martin Bobel est avec nous, vice-président au plaidoyer du réseau national des ressourceries. Martin, que font les politiques locales dans la gestion des déchets? Est-ce qu'ils en font assez ou voilà, on est encore au début de ce long cycle? Alors, c'est une question très importante pour nos activités, à savoir que les politiques locales ont la responsabilité de la gestion des déchets des ménages. C'est-à-dire que les pouvoirs publics locaux, donc les mairies et les intercommunalités, collectent une taxe qui s'appelle la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et qui sert aujourd'hui à traiter les déchets. Alors, il faut savoir que cette taxe, à l'échelle nationale, elle représente environ 12 milliards d'euros. Donc, c'est une très grosse somme. Et ensuite, les collectivités ont des objectifs prioritaires à respecter, c'est-à-dire elles doivent en priorité faire en sorte que les déchets soient réutilisés, ensuite recyclés, ensuite incinérés et enfin enfouis. On est encore loin du compte parce qu'on se rend compte en France qu'on enfouit et qu'on incinère environ 50 à 55% de nos déchets. Donc on a encore une grande marge de manœuvre, mais surtout beaucoup de progrès à faire. Mais c'est quoi une ressourcerie finalement, Martin Bobel? Comment ça fonctionne très concrètement pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément ce qu'est une ressourcerie? Alors, très simplement, mettons, vous avez des vêtements que vous n'utilisez plus, certains sont troués, certains ne le sont pas, vous avez aussi une vieille chaise et puis, je sais pas, un carton de livres. Vous pouvez apporter tout ça à la ressourcerie. Elle va trier ces objets-là, donc c'est-à-dire vérifier s'ils sont réutilisables, les nettoyer s'ils sont sales, les réparer si c'est possible. S'ils peuvent être donc réutilisés, ils sont revendus à bas coût dans une boutique solidaire. Et si on ne peut pas les réutiliser, ils sont redistribués dans les bonnes filières de recyclage. Voilà pour nos auditeurs qui voudraient percer le mystère des ressourceries. Alors je trouve que vous êtes très complémentaires tous les deux, Claire Tournefier, Martin Bobel, parce que ce soit pour l'association Rejouer ou pour les ressourceries, il y a également un vrai rôle d'insertion par l'activité économique. Martin Bobel, vous confirmez pour les ressourceries? Oui, bien sûr. Alors, on a à peu près 60% des ressourceries en France qui sont agréées par le ministère du Travail pour réaliser le travail d'insertion professionnelle et sociale. Cependant, l'ensemble des structures réalisent du travail social, soit en redistribuant les biens à bas coût, soit, encore une fois, en distribuant des biens à des initiatives solidaires. Je pense aux maraudes. Je peux penser évidemment par exemple à la petite enfance ou aux crèches. Au milieu culturel aussi, on a des structures qui redistribuent des biens aux artistes, aux compagnies. En gros, ce sont les endroits où on fait de la dynamique sociale. De manière générale, elle peut être dirigée vers tout le monde comme être dirigée vers les personnes les plus précaires. Sur RCF, dont je pense donc j'agis, avant d'accueillir nos auditeurs au 04 72 38 20 23 pour nous dire comment vous favorisez la récupération et le réemploi des objets. À tout de suite. Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand. On essaye de voir comment favoriser la récupération et le réemploi des objets jusqu'à 11h avec nos deux invités, Martin Bobel, le vice-président au plaidoyer du réseau national des ressourceries, et Claire Tournefier, fondatrice et directrice du développement de l'association Rejouer. Nous sommes également avec nos auditeurs qui peuvent nous donner de bons conseils ce matin au 04 72 38 20 23. On accueille Pierre qui est à Brinda. Bonjour Pierre. Oui, bonjour, merci pour cette émission. Alors, je voulais apporter mon petit témoignage sur une donnerie qui dépend d'une déchetterie où on amène tous les objets qui peuvent être réutilisés, que ce soit des vêtements, des poussettes, etc., des vélos. Et ces objets sont récupérés ensuite par le foyer Notre-Dame des Sans-Abris à Lyon, qui les recycle, comme vous avez parlé tout à l'heure. Alors, il y a une deuxième chose, je voulais témoigner. J'ai une fille qui est étudiante en Écosse, à Édimbourg. Et je l'ai accompagnée la première année et j'ai été frappé. Tous les 10 mètres, il y a une boutique de charity shop qui vend des objets, surtout des vêtements d'occasion. Et ma fille, qui n'a pas énormément de moyens là-bas pour s'habiller, en fait, ne s'habille que dans les charity shops. C'est assez incroyable, ça a l'air d'être une culture.
Je sais pas, j'ai un fils en Angleterre, lui, il a pas l'air de se frapper, mais moi ça m'a vraiment frappé cette habitude, et j'y suis allé pour même regarder des affaires pour moi en tant qu'homme adulte, etc. Il y a des trucs de vraiment de très bonne qualité. Merci Pierre pour votre appel avec 2 bonnes idées dont on peut discuter tout de suite. Claire Tournefier, je vous ai vu hocher de la tête quand Pierre a parlé des charity shops. C'est quelque chose qui est très réputé outre-Manche. Oui, alors moi, ça me rappelle en fait mon enfance parce que j'ai vécu aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a les garage sales. En fait, on peut ouvrir son garage et puis faire une vente de tout ce qu'on a dans sa maison. Et c'était extrêmement pratique parce qu'on n'avait pas à tout déplacer. Et oui, c'est un peu dans la même veine. Mais ce qui me fait sourire aussi, on en rêverait en fait nous d'avoir des espaces de vente partout. Quand on voit les centres-villes avec tous ces magasins fermés, alors que nous, on bataille pour avoir des lieux de vente accessibles pour vendre des produits de seconde main. Moi, c'est quelque chose qui me révolte parce qu'en fait, le réemploi, ça doit être la priorité, des priorités avant de recycler. Et en fait, on n'a pas les moyens pour permettre aux consommateurs d'acheter ces produits de façon globale dans leur vie quotidienne, au plus proche de leurs habitations. Je pense que les politiques poussent, mais pas suffisamment pour que l'accès soit favorisé à des structures comme les nôtres, à des ressourceries, mais aussi des structures spécialisées qui vendent des produits de qualité et qui pourraient les rendre accessibles, comme les charity shops en Angleterre. Martin Bobel, vous voulez ajouter quelque chose ? Alors, je voudrais appuyer le propos de Claire, c'est que on a de plus en plus de politiques publiques qui poussent le sujet, mais on est encore très loin du compte. C'est-à-dire, vu l'urgence aujourd'hui écologique, il faut avancer beaucoup plus vite. Le sujet des déchetteries qui mettent à disposition du matériel, ça se fait de plus en plus. Il faut savoir la loi économie circulaire qualifiée aujourd'hui de loi AGEC, c'était début d'année 2020, donc je crois janvier, vient d'instituer le fait que si les associations sollicitent les mairies pour récupérer les objets, les mairies se doivent d'ouvrir les déchetteries. C'est-à-dire que on va voir arriver dans les 5 à 10 prochaines années de plus en plus d'initiatives de ce type. Et on a aussi des mairies qui développent des projets assez intéressants. On en a un particulier à Libourne qui s'appelle le Smigval Market. Ah oui. C'est une déchetterie dans laquelle on peut, on dépose ces objets dans à peu près 40 rangements différents. Donc c'est pas 6 grosses bennes dans lesquelles on met du tout venant. Et ensuite les gens peuvent se servir de tout ce qu'ils veulent à l'intérieur. Et ça marche énormément. Enfin, c'est absolument génial. En fait, on voit des enfants qui viennent passer du temps dans la déchetterie pour récupérer des jouets, comme des gens qui font du bricolage pour récupérer un bout de placo ou pour récupérer un pot de peinture pas fini. Voilà. Ouais, et c'est très intéressant. On en avait parlé sur RCF, du Smigval Market. Ils ont des locaux magnifiques. C'est vraiment une très belle structure. Sur RCF, il est 10h25. On continue de parler des objets ce matin. Comment on peut favoriser la récupération, le réemploi des objets? Nous sommes avec André de Bruxelles. Bonjour André. Oui, bonjour. Voilà, c'est un fameux 3 mots comme un oiseau. Ça, c'est pour l'enthousiasme. Donc, voilà, parce que j'aime bien la chanson que ça évoque la séquence, là. Mais bon, je veux dire, moi, je voulais justement dire que, bon, ce qui éveillerait mon enthousiasme pour, disons, la meilleure gestion écologique des objets, c'est d'avoir des lieux où on peut réparer en permanence, pas seulement les Repair Café, d'ailleurs, ça, c'est d'autres qui réparent pour nous. Bon, en Belgique, c'est un peu, enfin, là où je suis, le mouvement était amorcé jusqu'à cette fameuse gestion de la crise sanitaire, comme ils disent, bon, qui n'a pas arrangé les choses parce que là, le mouvement s'est complètement arrêté. Mais bon, même si c'est la France qui prend l'initiative, moi, je trouve que ce serait bien d'avancer à ce niveau-là avec des formations, etc. Ça permettrait qu'il n'y ait pas seulement les associations qui font des choses, mais aussi les citoyens qui ont envie de le faire, qui ont du temps pour ça, etc. Avec évidemment, ça doit être combiné aussi avec la lutte contre l'obsolescence programmée dont il a été question dans notre émission. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment du boulot à faire à ce niveau-là, quoi, pour que on soit tous. On soit opérationnel. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Merci André, bonne remarque. En direct de Bruxelles au 04 72 38 20 23. Ça rejoint ce que vous disiez, Claire Tournefier. Si seulement on pouvait avoir des lieux vraiment, que ce soit pour l'association Rejouer, que ce soit pour des ressourceries, des lieux en centre-ville, quand on voit certains magasins fermés, pour pouvoir acheter d'occasion
comme ce que disait l'auditrice tout à l'heure, les charity shops, ou même pour pouvoir réparer, ce serait super. Oui, tout à fait. Ce serait accessible à tous. Et puis aussi, dans la loi AGEC qui a été votée, il y a quand même un volet sur développer la réparation qui est important. Mais pour ça, il faut aussi que les fabricants et les metteurs en marché acceptent de communiquer un certain nombre d'informations sur leurs produits. Et ça, c'est un vrai combat parce que, bien évidemment, ils n'ont pas tellement envie qu'on sache comment sont fabriqués leurs produits pour pouvoir les réparer. Mais on a besoin quand même de travailler avec eux. Voilà, il y a un vrai besoin de travailler avec eux pour faire avancer ensemble cette cause, ce sujet, parce que tout seul, en tant qu'association, c'est vrai que c'est compliqué et que les metteurs en marché, c'est eux qui connaissent quand même bien leurs produits. Donc, j'espère que, en fait, les mouvements de consommateurs, justement, de vos auditeurs qui insistent sur cette question, qui se mobilisent, voilà, et c'est grâce à leur mobilisation, leur implication, leur demande faite auprès des fabricants ou simplement leur acte d'achat guidé par des produits réparables fera que les choses vont changer et que les metteurs en marché vont changer d'attitude. Et puis, il y a cette loi dans laquelle il y a une filière à responsabilité élargie des producteurs sur les jouets qui a été votée et qui va engager quand même, contraindre même les metteurs en marché, les fabricants, à s'engager sur cette voie du réemploi, puisque le réemploi sera l'objectif de cette filière à responsabilité élargie des producteurs. Mais il faut accélérer le mouvement et on voit bien que ces acteurs classiques, ils n'ont pas encore tout à fait cette démarche d'économie circulaire dans leur business model. Il faut accélérer le mouvement, vous dites, Claire Tournefier. Martin Bobel, vous avez l'impression que ça bouge un peu? Alors, moi, j'ai la sensation que ça bouge beaucoup dans les consciences et dans l'envie des gens. André nous parlait tout à l'heure des Repair Café. C'est un mouvement qui s'est développé de manière assez fulgurante, mais c'est un mouvement bénévole. Surtout dans les grandes villes. Surtout dans les grandes villes. Alors, je sais que moi, je travaille spécifiquement sur l'Île-de-France. On a pas mal de Repair Café dans les campagnes. Je sais qu'on en a beaucoup dans les Yvelines, par exemple. Mais bon, les Repair Café restent des moments événementiels en fait, donc des moments où on vient sur des horaires déterminés. Il y a certaines ressourceries qui développent des Repair Café fixes, mais bon, sur des créneaux horaires à tenir. Mais en fait, tout ça manque cruellement d'un modèle économique, c'est-à-dire que l'économie mondialisée qui vend des objets à très bas coût met à mal le coût d'un objet réparé. À savoir que le temps homme passé pour réparer un objet souvent coûte plus cher qu'un objet fabriqué en Chine, dans des conditions sociales et environnementales possiblement dramatiques. Et donc, encore une fois, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, en fait, sur ce sujet, soit pour obliger les metteurs en marché de contribuer à la fin de vie ou à la réparation de leurs objets, ou alors pour dévier une partie des financements qui servent aujourd'hui à incinérer et à enfouir. Voilà. Martin et Claire, vous ne bougez pas. On se retrouve dans un instant pour continuer cette émission, toujours en direct jusqu'à 11h avec, dans quelques instants, Annie dans le Loir-et-Cher qui patiente au 04 72 38 20 23. Vous pouvez continuer de nous appeler et de nous laisser des mails, d'ailleurs. C'est possible aussi si vous êtes un petit peu timide. L'adresse c'est direct@rcf.fr. À tout de suite. Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand. Avec Martin Bobel, vice-président en plaidoyer du Réseau national des ressourceries, et puis Claire Tournefier, fondatrice et directrice du développement de l'association Rejouer. Nous sommes également avec Annie dans le Loir-et-Cher qui est en direct au 04 72 38 20 23. Bonjour Annie. Bonjour Melchior. On vous écoute. Voilà, donc moi je voudrais apporter mon témoignage sur, je fais beaucoup de relooking, de vieux meubles que je repeins, que je n'aime pas jeter déjà, c'est quelque chose, surtout des meubles, ça se conserve. Et donc je me suis formée à relooker tous mes meubles. Ma cuisine par exemple, j'avais une belle cuisine qui se faisait dans les années 80, en chêne. Elle était très belle. Et puis, on en a marre un petit peu de ces marrons, de ces... Donc, j'ai tout repeint. Mon menuisier m'a fait un dessus moderne.
C'est magnifique. Je l'aime beaucoup maintenant. J'ai changé les poignées. J'y ai donné vraiment un goût nouveau. Voilà. Oui. J'avais une bibliothèque, c'est pareil, marron, comme ça se faisait dans les années 90. Oui, ça se fait plus. Voilà. Et je vous assure que c'est vraiment quelque chose auquel je tiens maintenant. Des fauteuils, par exemple. J'ai des chambres d'hôtes et toutes mes chambres ont un fauteuil que j'ai refait. Recouvert d'un beau tissu et tout. C'est vraiment très très joli. Bon. Vraiment, j'incite les gens à regarder leurs meubles et à prendre un pinceau et voilà, à redonner un petit goût de neuf. Bah, écoutez Annie, si vous avez internet, vous m'envoyez une photo à l'adresse direct@rcf.fr parce que c'est sympa ce que vous nous dites de relooker des meubles. Merci en tout cas Annie pour votre appel ce matin. J'ai hâte de voir les photos de votre cuisine. Voilà, ça aussi c'est une bonne solution, Martin Bobel. En fait. Avec ce que nous disent nos auditeurs depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on change totalement de comportement. C'est ce qu'on peut... c'est une généralité, mais il y a un peu de ça. Oui, c'est ça. Mais je trouve qu'on est quand même pris dans une forme de frénésie de consommation du neuf. Et on se rend compte, je trouve, avec le témoignage d'Annie, c'est des témoignages qu'on retrouve assez souvent. On n'apprécie jamais plus un objet que quand on l'a fabriqué ou quand on se l'est réapproprié. On a de plus en plus d'objets qui nous appartiennent presque plus en fait, parce qu'on ne sait pas comment ils fonctionnent, parce qu'on les a jamais ouverts, parce qu'on n'en comprend pas la mécanique, ou simplement parce qu'on les a achetés préfabriqués, à peine montés. Et voilà, je pense qu'il y a un sujet évident de changement de comportement. Il va falloir qu'on fasse notre part en fait vis-à-vis de la question écologique. Il va falloir, je pense, qu'on ait un mode de vie plus frugal, avec moins d'objets, mais des objets qui servent plus et qu'on aime plus. Une question de Solange qui habite à Lyon. Peut-on considérer que le Bon Coin est une grande ressourcerie ? Alors ça, c'est une belle question, Martin Bobel. Alors. À première vue, ma réponse est non. Le marché de l'occasion est un secteur important pour sauver la vie d'objets. C'est-à-dire que le Bon Coin est une plateforme numérique qui met en relation des particuliers qui veulent céder leurs objets. Donc oui, ça fait le travail je dirais, de générer une seconde vie aux objets. Mais les ressourceries font beaucoup plus. En fait, quand je parle de ressourcerie, d'ailleurs, je devrais parler de plus généralement des structures de réemploi solidaire. Je devrais parler d'Emmaüs, je devrais parler du Secours catholique, du Secours populaire, des recycleries. Ce sont des structures qui font beaucoup plus parce qu'en réemployant des objets, elles génèrent ce qu'on appelle des externalités positives, que ce soit sur les sujets du travail social, de l'emploi. Il faut savoir que le réemploi solidaire est extrêmement pourvoyeur d'emplois, là où une plateforme de mise en relation de seconde main ne l'est pas, ou en tout cas l'est beaucoup moins. Et puis aussi les externalités culturelles, c'est-à-dire que avoir des lieux physiques dans lesquels on va réemployer des objets, c'est permettre aux gens de franchir la porte de l'engagement. C'est-à-dire on se pose la question de comment faire. Et en poussant cette porte-là, on y trouve une communauté, on y trouve des gens, on y trouve la possibilité de débattre, la possibilité d'apprendre, la possibilité d'être bénévole. Et ça, je pense que sur le plan social, ça n'a pas de prix. J'ajoute aussi un plan, c'est que en tant que structure associative, c'est aussi, d'après nous, extrêmement important pour la démocratie. On l'a vu, je pense que le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, ou la montée de l'extrême droite, sont des sujets, je pense, un peu symptomatiques du besoin d'engagement dans la société, du refus des organisations démocratiques telles qu'elles le sont. Et je pense que ce tissu associatif est absolument indispensable pour refabriquer du lien démocratique sur nos territoires. Claire Tournefier, il reste 79 jours avant Noël. Ça fait peur, 79, ça fait bizarre là, de le dire comme ça alors qu'on vient de commencer le mois d'octobre. Pour être plus sérieux, vous vous préparez à un boom au sein de l'association Rejouer ?
Alors, on a une période de fermeture de l'atelier, puisque avec le Covid, le confinement, oui, les salariés sont restés chez eux, donc on a une perte de production quand même assez conséquente. Mais on essaye d'engager vraiment la production de façon importante pour cette fin d'année, pour pouvoir effectivement avoir des beaux jouets. Et on en a déjà dans les 2 boutiques, qui est une à Paris et l'autre à Ivry. On encourage les consommateurs, les clients à venir déjà préparer leurs cadeaux de Noël bien en amont, parce que voilà, en plus la période proche de Noël va arriver, moins il y aura de choix, puisque on sera sur la fin d'une production, même si on produit une certaine quantité toute l'année, et même si elle est semi-industrielle maintenant, il y a un tel engouement pour ces produits et que à la fin de l'année, on est ric-rac sur ce qu'on peut encore proposer, même si on a. Le problème, c'est que nos 2 boutiques sont petites, elles font 60 mètres carrés, et que si on avait une boutique de 100, 200 mètres carrés, on aurait de quoi proposer. Aussi, ces jouets, c'est un problème économique. On en revient toujours un peu là. On aimerait bien se développer partout en France, et on accompagne des porteurs de projets pour des développements, de ce type d'activité en région. Mais il nous faut des moyens pour le faire, et on n'a pas suffisamment de moyens pour le faire. En tout cas, j'encourage tous les citoyens à venir acheter dès maintenant leurs cadeaux de Noël, parce que ils trouveront vraiment des super jouets dans nos 2 boutiques et dans d'autres structures aussi associatives, comme le disait Martin, qui sont sur les territoires. Et il y a vraiment besoin, moi je pense, de travailler par territoire, parce que les déchets, il faut pas que ça voyage. Enfin, la consommation, la production de produits, enfin la consommation est locale. Il faut que les produits restent dans un périmètre et alimentent ces périmètres. Donc il y a vraiment un travail de maillage territorial à faire de façon plus dense, je pense, en y invitant les citoyens. Ouais. Et ouais, il faut être soutenu, et surtout, il faut que les politiques aient conscience que il faut des locaux, il faut de l'espace dédié, c'est-à-dire que il faut que dans les plans d'aménagement urbain, il y ait des espaces pour faire de la production de produits issus du réemploi, et que ça ne devienne pas simplement quelque chose qui existe depuis des années sous forme associative, ce qui est très bien. Moi, je trouve ça génial, mais il faut le déployer de façon beaucoup plus forte, et donc il faut passer à l'échelle, et c'est ce passage à l'échelle qui est nécessaire d'être accompagné. Quand on voit tout le plan de relance, moi je suis très contente qu'il y ait ce plan de relance, mais nous qui sommes sur le terrain, parfois on se dit mais oui, et alors qu'est-ce qui se passe pour nous? Enfin, comment vous allez nous aider? Et j'ai pas l'impression d'être entendue, très sincèrement. Moi ça m'inquiète un peu, alors que on est là, on est sur le terrain, on a des solutions. Les solutions, elles existent. Il faut juste les déployer de façon plus massive et avoir les moyens pour. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour vous, très concrètement, Claire Tandefier? Pour notre association, c'est simple. Nous, dans 2 ans, on doit déménager. Donc, il nous faut des mètres carrés en région parisienne. Il nous faut trouver entre 3000 et 7000 mètres carrés pour faire une production importante. Bah oui, parce que 55 tonnes de jouets, vous avez une augmentation tous les ans de 20%, 30%. Dès lors qu'il y aura cette filière à responsabilité élargie des producteurs, on va inciter les consommateurs à ramener dans les magasins les produits, dans tous les points de vente, les jouets. Vous voyez le boom que ça va faire. Et où est-ce qu'on va les mettre, ces jouets? Il faut bien les stocker pour les traiter, les trier, et puis après faire tout le travail nécessaire de réassemblage, de nettoyage. Il faut des lieux de production dédiés. Et je pense que pour l'ensemble des produits, c'est le cas. Si on veut que ce réemploi devienne la norme, ce qui se fait dans le quotidien, il faut absolument qu'il y ait des espaces dédiés, notamment dans les centres-villes ou proches des centres-villes, parce que c'est là où il y a la plus forte densité de population, c'est là où les personnes ont peu de solutions pour. Alors, si on est très convaincu, et on va dans les ressourceries, bien sûr, mais voilà, si on n'est pas très convaincu, qu'on connaît pas la ressourcerie, qu'on est un peu flemmard, parce qu'on a toujours. La première, je dis ça, si j'ai pas la solution tout de suite là, proximité, bah j'ai pas de voiture, comment j'emmène mon meuble à une ressourcerie, vous voyez tout ça. Et dans les centres-villes, c'est important de garder la production. C'est aussi le travail, c'est l'emploi, c'est tout ça. C'est pas simplement réutiliser les objets. C'est les humains qui prolongent la durée de vie de ces objets. Vous avez beaucoup de choses à dire ce matin, Claire Tandefier, Martin Bobel, nos auditeurs aussi. Brigitte, vous êtes à Rouen. Bonjour Brigitte. Bonjour. On vous écoute.
Alors, ça rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que je suis une grand-mère de 83 ans, j'ai eu 5 enfants, j'ai 13 petits-enfants entre 22 ans et 2 ans, et bien sûr, j'ai les jouets de mes enfants, quelques-uns sont passés aux petits-enfants, et puis j'ai surtout les livres de mes enfants, et c'est une calamité, je suis envahie de livres, ils n'ont pas la place de les prendre. Il faut les ménager. Voilà, et alors, si on est content de retrouver par exemple les Bennett ou les Langelot qui ne sont pas réédités, il y a d'autres livres dont les jeunes générations n'ont rien à faire, qui sont complètement démodés. Mais les porter à la déchetterie, comment les porter quand on claudique et qu'on n'a pas de voiture? Voilà. Ouais, c'est une très bonne question, c'est vrai, Brigitte. C'est une question que tout le monde peut se poser. Martin Bobet, Claire Tournefier, est-ce que vous savez, alors ça rejoint ce que vous disiez, Claire, mais est-ce qu'il y a des solutions pour que ce soit à la campagne ou en ville pour vraiment pouvoir mettre en place des vraies étapes de récupération d'objets? Alors, c'est en effet un sujet pas facile. Ouais. Et d'ailleurs, comment dire, même à l'échelle d'organisations comme les nôtres, on se pose aussi ce genre de questions. Donc on a, je pense, à l'échelle individuelle ou à l'échelle des organisations, des questions, enfin un travail de recherche de à qui ça pourrait servir. Voilà. Nous, on travaille particulièrement pour que les services publics intègrent cette logique dans le ramassage des ordures, par exemple. C'est-à-dire, on vient collecter la poubelle verte ou la poubelle de recyclage, et en parallèle de ça, on intervient sur la collecte des objets réemployables pour ensuite les redistribuer à des endroits où ça peut servir. Mais on a aussi évidemment ce travail de recherche de à qui ça peut servir, comment est-ce qu'on peut faire pour donner une seconde vie. Donc ça peut passer sur on a des communautés d'entraide sur Internet, on en trouve sur Facebook par exemple. Ça peut passer par le Bon Coin évidemment, tenter des remises en vente, ou alors, je sais pas, de chercher des associations locales qui feraient du lien avec la petite enfance ou avec des personnes qui auraient besoin de ça. Voilà, donc en effet, sans transport, par exemple dans les zones rurales, c'est un vrai problème. Claire Tournefier. Oui, moi pour les livres, pour répondre à cette dame, il y a Recycle Livre à qui je pense que vous pouvez envoyer vos livres. Et puis il y a les boîtes à livres aussi dans certaines collectivités où vous pouvez des boîtes qui sont disponibles sur l'espace public y déposer les livres. Bon, alors c'est vrai que c'est pas toute la bibliothèque, c'est livre par livre ou 3-4 livres, mais en fait ça bénéficie à qui veut aller chercher des livres ou à cet endroit, et c'est déjà une circulation, voilà, du produit. Mais c'est vrai que les livres, pour nous, les livres d'enfants notamment, c'est un vrai sujet parce qu'il y a énormément de livres d'enfants. Et que on sait qu'il y a des besoins. Nous, on a identifié des besoins, par exemple, dans les écoles qui sont dans les quartiers politiques de la ville, par exemple, qui ont parfois peu de moyens, mais les écoles en général. Nous, on fait des actions dans ces écoles-là où on fait des bourses aux livres pour que les enseignants puissent racheter des livres à des prix tout à fait intéressants pour alimenter la bibliothèque de classe et aussi offrir un moment de découverte de livres auprès des parents et des enfants de ces écoles. Mais voyez, nous, on va école par école. À un moment donné, c'est plus possible. Il faut monter à l'échelle. Il faut que les pouvoirs publics soient conscients qu'il existe des solutions et qu'elles les poussent, parce que l'éducation nationale, c'est là où se joue l'avenir aussi. Les enfants. Ouais, je vous sens remonter, Claire, ce matin. Oui, tout à fait. Je suis très remontée. Mais pourquoi ? Parce que je vois qu'il y a tellement de solutions en France, il y a tellement de gens qui se mobilisent, tellement de belles initiatives, et que elles n'ont pas leur place. Et heureusement, vous êtes là, vous en parlez, vous nous laissez une heure pour en parler, et je trouve ça super. Mais voilà, je trouve que ça manque, et parfois c'est décourageant quand on est sur le terrain et qu'on a envie de faire plein de choses, pousser plein de solutions, et qu'on n'a pas les moyens, et qu'on se dit comment on va faire, pour finir la fin du mois, alors que il y a des grandes choses qui peuvent être faites. Et c'est juste ça ma frustration. Des solutions, en tout cas, il y en a. Nos auditeurs peuvent nous appeler au 04 72 38 20 23. Pierre nous parlait tout à l'heure du foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Dans certains cas,
Je crois que c'est possible. Ils peuvent aller chez les gens avec un camion pour récupérer des objets pour ensuite être redistribués. C'est quelque chose qui est possible. Tout comme Anne-Marie qui va avoir 100 ans et qui nous dit il y a des ramassages encombrants dans la plupart des villes, mais pas encore partout. C'est nécessaire pour les personnes âgées et très âgées comme moi. Alors voilà, ça rejoint également ce que disait Brigitte. Allez, on a encore pas mal de choses à se dire. Vous pouvez continuer à nous joindre au 04 72 38 20 23. Comment favoriser la récupération et le réemploi des objets? Comment vous faites très concrètement? Venez nous donner des solutions, ça nous aidera tous. Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand. Et toujours en direct jusqu'à 11h avec nos deux invités ce matin. Claire Tournefier, fondatrice et directrice du développement de l'association Rejouer. Et puis Martin Bobel, vice-président au plaidoyer du Réseau national des ressourceries. Martin, on parle depuis tout à l'heure de récupération, de recyclage. Est-ce qu'on peut tout recycler en 2020 ? Alors, c'est assez important de faire la différence entre le réemploi et le recyclage. Réemployer, c'est donner une seconde vie à un objet sans le détruire, c'est-à-dire faire en sorte que l'objet soit garde sa fonction, soit change de fonction. Mais le recyclage est un processus qui détruit un objet. Donc déjà, c'est un processus qui détruit de la valeur, c'est-à-dire un objet manufacturé va être détruit pour qu'on en crée de la matière secondaire. La réponse à la question, c'est non. On ne peut pas recycler à l'infini la grande majorité des matériaux. D'ailleurs, la plupart du temps, recycler dégrade la matière. Et c'est assez important de savoir que le recyclage risque demain de ne pas pouvoir répondre à l'enjeu de la crise des ressources. C'est-à-dire recycler ne suffira pas à couvrir la demande en matières premières. Et donc, on a avant tout un objectif hyper important à garder en tête, c'est qu'il faut consommer moins de produits issus de l'extraction des matières premières et possiblement même demain consommer moins de produits. Voilà. On entendait tout à l'heure Pierre nous parlait des donneries, des déchetteries, Notre-Dame des sans-abri, le foyer. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment une bonne solution, vous pensez, Claire, Martin, pour s'engager dans la récup, le réemploi des objets. C'est ce que Geneviève également nous dit à l'instant de Grenoble et qui est bénévole à Emmaüs. Claire. Oui, c'est une bonne façon de découvrir ce que sont les structures de réemploi en venant y participer. Nous, on a des bénévoles qui sont par exemple des fans de Lego, qui viennent refaire des assemblages de Lego. Il y en a qui adorent les Playmobil, ils viennent pour faire des univers ou même créer des choses avec ces briques. On a aussi une femme super qui s'appelle Geneviève, qui est en mécénat de compétences chez nous, qui vient d'une société d'assurance, AXA en l'occurrence, et elle finit sa carrière chez nous en mécénat de compétences, c'est-à-dire que c'était une ancienne contrôleuse de gestion, et elle s'occupe pour nous de la partie financière et de la gestion, et c'est extraordinaire parce qu'elle est super contente de nous apporter toute sa compétence, et nous, ça nous fait monter en compétence parce qu'on n'aurait pas eu les moyens d'avoir cette compétence au sein de notre association. Donc il y a plein de niveaux d'engagement possibles. On a aussi pas mal de femmes en transition, après des congés maternité, qui se retrouvent pas très bien dans leur entreprise, qui ont envie de découvrir un nouveau secteur, qui se disent le réemploi c'est bien, j'aimerais bien voir ce que vous faites, et donc elles viennent participer aussi à des actions de vente dans les boutiques. Donc il y a la place pour effectivement faire du bénévolat et puis apporter aussi sa compétence, son envie dans nos structures. On accueille Michel à côté d'Annecy. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Vous êtes pressé, je crois. Oui, parce que je suis à mon travail, là, je suis un pionnier de bloc opératoire, et je voulais rebondir sur ce que disait votre invité à propos d'on a besoin des pouvoirs publics. Oui. Moi, j'ai trois exemples concrets, comme quoi les pouvoirs publics sont les premiers pourvoyeurs de déchets. Et je vais donner à Annecy, on a une caserne qui s'appelle le 27e BCA, Chasseurs Alpins. Ils ont touché des subventions colossales pour changer tout le mobilier de leur chambrée, c'est-à-dire lit, armoire, table de chevet et paravent. Je vais vous dire, j'ai vu des camions entiers arriver à la déchetterie de Chavannes, tout était jeté. Et c'était du mobilier presque neuf en bois. C'est ça. Je veux dire, recycler c'est bien, mais il faut aussi que l'État... Un autre exemple, la mairie de Chavannes, ils ont changé de maire, ils ont changé de couleur et tout. Ils ont jeté toutes les chaises d'accueil et tout, qui étaient des chaises design, que la mairie avait achetées 144 €.
il y a 2 ans. Tout a été jeté. C'est moi qui les ai sauvés. Je suis arrivé à la déchetterie alors que la benne arrivait, enfin le camion de la municipalité arrivait, et il jetait tout. J'ai dit stop, je prends tout. Je veux dire, les pouvoirs publics, le problème qu'on a dans les pouvoirs publics, ça je le sais depuis que j'étais à l'université, c'est que s'ils ne dépensent pas le budget qu'ils ont, l'année d'après, le budget il est rogné. Donc il faudrait arrêter ce mécanisme d'obligation de jeter aussi au niveau public. Michel, vous êtes fâché ce matin, sauveur de chaises en tout cas. Merci pour votre témoignage, mais vous avez bien raison de nous appeler aussi ce matin, hein, Martin Bobel. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous dépassent un petit peu, hein, malheureusement. Alors, ouais, ça nous arrive souvent encore de voir des pouvoirs publics qui jettent du mobilier, mais ça nous arrive tout autant de voir des entreprises qui jettent des milliers de meubles. On peut voir des tours entières de sièges de grandes entreprises qui vont renouveler un parc de chaises et de tables après 4 ans d'usage. Spécifiquement, on le voit dans le champ de l'informatique parce qu'il faut renouveler les équipements et souvent ça peut faire des lots de 1500 ordinateurs. Bon, de toutes les manières, les organisations aujourd'hui ne sont pas encore exemplaires. Et ce qu'on attend, c'est qu'on pose des règles. Et donc, pourquoi on dit attendre des pouvoirs publics ? C'est parce que pour poser les règles, il faut que ce soit l'organisation démocratique qui le fasse. Il faut qu'on se les pose ensemble. Et donc, on a besoin que le gouvernement pose des règles. D'une part, par exemple, typiquement pour s'interdire ou pour interdire aux collectivités de jeter des biens qui sont réemployables. Mais aussi, on pourrait aussi décider de l'interdire aux entreprises. Ou on pourrait simplement, et pour moi, on peut faire des choses un peu plus simples, je pense, comme typiquement essayer de dépenser moins d'argent pour enfouir des déchets et flécher de l'argent qui aujourd'hui est mal utilisé en direction d'initiatives qui l'utiliseraient beaucoup mieux. Voilà. Claire, allez-y, oui, ce sera le mot de la fin, je pense. Hein. Il y a une acculturation qu'il faut qu'on fasse des pouvoirs publics au réemploi en général et aux solutions existantes parce que je pense qu'elles sont pas forcément connues de tous à tout niveau et qu'à un moment donné, il faut leur faire connaître qu'il y a des solutions de proximité qui sont là et les inciter à les saisir et bravo aux auditeurs qui font le travail et qui se mobilisent sur le terrain pour le faire auprès des associations comme les nôtres. Vous voyez quand même, Claire, nos auditeurs, ils se mobilisent aussi. Hein. Vous étiez fâché tout à l'heure. Non, mais ils se mobilisent pleinement, on les voit tous les jours, on est très contents, ils se mobilisent pleinement et heureusement, c'est grâce à eux que des structures comme les nôtres existent parce que aussi, par leur acte d'achat, c'est comme ça qu'ils nous soutiennent et par tous les retours qu'ils nous font en nous confiant leurs objets, en nous disant ouais, c'est chouette ce que vous faites, bravo, continuez, c'est ça qui nous donne l'envie de prolonger notre activité, de la développer au quotidien. Et cette émission prend tout son sens, je pense donc. J'agis, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. C'est déjà la fin, c'est passé vite. Martin Bobel, merci. Vous êtes vice-président au plaidoyer du Réseau national des ressourceries. Et puis bonne semaine, parce que là je crois que c'est votre semaine. Hein, Martin ? Oui, c'est ça, c'est la semaine des 20 ans des ressourceries. Voilà. Et donc, voilà, c'est le moment où on va beaucoup parler du sujet. Très bien. Merci Claire Tournefier, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que merci, vous êtes, merci beaucoup. Vous êtes fondatrice et directrice du développement de l'association Rejouer. C'est la fin de cette émission. Merci à Catherine au standard, à Thomas et Pierre-Henri qui étaient à la réalisation. Je vous retrouve demain avec le même plaisir entre 9 et 11. On parlera de la haine. Pourquoi tant de haine ? Pourquoi tant de violence dans les manifestations ? Et puis juste après, on parlera des campagnes. À demain.